Du côté du SAMU, on observe, j'imagine, à peu près la même chose, une hausse aussi des appels en Oui, fonction de la chaleur, oui, à tout cause de à la fait. chaleur? On a une hausse d'environ 20% du nombre d'appels, Au principalement niveau national? au niveau du SAMU de Paris, vous me demandez. Parisien. Mais on a, comme l'a rappelé votre journaliste, une hausse du nombre de patients qui viennent aux urgences, mais rien de comparable à ce qu'on a vécu en 2003. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un afflux massif de patients victimes de coups de chaleur ou de déshydratation. On a effectivement une augmentation du nombre de passages aux urgences et du nombre d'appels au SAMU. Si vous voulez, deux explications. La première, c'est que la prévention, ça marche. Alors qu'en 2003, on a été surpris, la population a été surprise, les soignants ont été surpris. Et là, vraiment, je pense que les messages de prévention font leur effet. Donc, moins de patients viennent aux urgences. Et deuxième chose, c'est que souvent, les patients viennent de manière retardée au 4e jour, voire au 5e jour, parce qu'il y a un effet cumulatif de l'exposition à la chaleur. Les organismes s'épuisent et décompensent un petit peu en retard par rapport à la canicule. Donc on a un pic qui est quelquefois un petit peu décalé par rapport au pic de la canicule. Vous faites référence à 2003. On rappelle que ça a été la plus grosse canicule qu'ait connue la France, avec 15 000 décès associés à la chaleur. On imagine que ça, c'est évidemment l'espèce d'ombre qu'on craint dans des conditions comme aujourd'hui. C'est le pic de chaleur. Il y a 16 départements qui sont en vigilance rouge. Est-ce que ça veut dire que dans la mobilisation des hôpitaux du SAMU, il y a encore un niveau supérieur qui est adopté parce qu'on est en vigilance rouge notamment? Alors, au niveau du plan canicule, on est au maximum, c'est la canicule extrême qui nous impose à nous, urgentistes et aux établissements de santé, d'activer leur plan de mobilisation des urgences, de mobilisation du personnel, voire de libération de lits pour accueillir ces patients en aval des urgences. Donc oui, c'est prévu dans le plan et dans le niveau rouge du plan canicule. Et à la Science publique au hôpital de Paris, on s'y prépare puisque des réunions de crise vont être instituées à partir de demain. Romain Gisolme, dans les EHPAD, dans les établissements qui reçoivent des personnes âgées, j'imagine qu'on s'est aussi préparé à ces journées extrêmement chaudes. Qu'est-ce qui a été mis en place de façon générale? Est-ce qu'il y a des grandes règles à respecter? Absolument, tout cela est parfaitement procédurisé, préparé, anticipé, puisque tous les ans se déclenchent d'ailleurs les mesures à partir du 1er juin à prendre à mettre en œuvre en cas de période de forte chaleur. Donc vous avez plusieurs niveaux, 4, et dès le 1er juin est enclenché effectivement le premier niveau. Là, on est au niveau 4 aujourd'hui ou pas? Non, pour l'instant, non, parce que ça dépend. Ce qui va être déterminant, en fait, et le docteur Annay le disait très bien, ce qui va être déterminant par rapport à 2003, effectivement, les systèmes d'information et de prévention sont beaucoup plus actifs, aguerris et connus. Par contre, ce qui pêche, c'est la capacité à mettre en œuvre un accompagnement qui permet d'aller boucher autant de fois que nécessaire une vieille dame ou un vieux monsieur qui ne sait pas le faire seul, en établissement et encore plus à domicile, de rappeler suffisamment souvent qu'il faut boire et s'assurer que la personne boit suffisamment, ni trop ni trop peu. Accompagner une personne vers une pièce rafraîchie, ça demande effectivement soit quelqu'un qui pousse un fauteuil roulant, soit quelqu'un qui prend une vieille dame au bras. Et ça, c'est du temps humain, c'est des moyens humains. Et c'est là que ça pêche, si vous voulez. Et donc, ce qui va être déterminant, c'est la durée du pic de chaleur. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la différence aussi majeure avec 2003, c'est que nous connaissons 3 jours de forte chaleur, 4 jours pour certains départements, avec des systèmes de climatisation dans les établissements. Moi, je vous le dis ici, il faut avoir un point d'attention tout particulier pour les vieilles dames, les vieux monsieur qui sont fragilisés, handicapés, à domicile, dans lesquels les logements ne sont pas climatisés, qui ne peuvent pas accéder à un centre commercial, qui ne peuvent pas accéder à une salle climatisée d'une commune. Donc pour ces gens-là, il y a fort à parier que les périodes de forte chaleur peuvent être délétères. Donc ce qui va jouer, c'est effectivement la durée de cette période de forte chaleur et effectivement avec une attention sur les jours qui suivront, parce que ces organismes qui sont plus fragiles, effectivement, ne signalent pas forcément dans l'immédiat des signes particuliers. Ça peut commencer, mais c'est surtout dans les jours qui suivent qu'ils peuvent avoir du mal à récupérer, voire décompenser quand des organismes plus jeunes, plus sains, récupèrent plus rapidement. Sur la question de la durée, justement, Florent Boutet, qui est notre journaliste météo-climat, qu'est-ce qu'on peut se dire de la durée de ce phénomène? On parlait du pic de chaleur aujourd'hui et après.
Aujourd'hui, ça sera le pic de chaleur, on le répète, un indicateur thermique national qui dépassera les 29 degrés. Ça sera au moins l'une des 5 journées les plus chaudes jamais enregistrées par Météo France. C'est dire l'intensité de ce phénomène avec, on le répète, 16 départements en vigilance rouge. Pour la suite, les cartes de tendance, si elles s'affichent, eh bien, vous allez voir que, fort heureusement, à partir de demain, progressivement, les températures vont baisser progressivement à la faveur d'un vent du nord qui va se mettre en place. On voit toujours ici les cartes de ce matin avec des minimales qui étaient quasiment partout au-dessus des 20 degrés. Rendez-vous compte, alors que souvent au mois de juin, on a des températures qui sont les maximales qui s'affichaient ici pour des minimales. Et donc ces températures maximales pour cet après-midi ici qui sont prévues à partir de 18h. Ces températures maximales, le thermomètre va continuer à grimper jusque-là. Et regardez, en ressenti jusqu'à 47 à Bordeaux. C'est étouffant et on n'est pas en vigilance rouge là-bas en Gironde, non, puisqu'on est sur des seuils de canicule qui sont différents. Jusqu'à 45 degrés en ressenti, c'est le chiffre qui s'affiche en rouge, Marseille. Et puis, en ce qui concerne le bassin parisien, notamment 42 en ressenti à Paris. Et si on passe désormais en ce qui concerne, vous me posiez la question, Lucie, de la suite de la baisse des températures dans les jours qui viennent, c'est vrai, fort heureusement, on va pouvoir commencer à respirer, mais ça sera relatif puisqu'on aura des températures qui vont rester au-dessus des normales saisonnières, mais qui seront nettement plus respirables à la faveur, vous le voyez ici, de ce front qui va rentrer sur le territoire, nous amener un vent en ce qui concerne son orientation de nord, quelques précipitations et des températures qui vont chuter, je vous le disais, progressivement, assez légèrement, mais ça sera suffisamment sensible pour devenir supportable. Les maximales l'après-midi, ça sera encore très chaud dans l'est, mais vous le voyez, sur l'ouest du pays, on descendra nettement en dessous de la barre des 40 degrés. Ouais, on voit que ça va se décaler un petit peu. Juliette Mignot, ce qu'on est en train de se dire à la fois sur le phénomène de canicule qu'on vit là et aussi sur l'adaptation et la réactivité, la prévention des services de santé dans les EHPAD, c'est ça qui nous attend, mais en décuplé dans les prochaines années, dans le contexte du réchauffement climatique ? Alors effectivement, dans le contexte du réchauffement climatique, on parlait tout à l'heure de la canicule en 2022. La canicule de juin 2022, en 2022, elle avait une chance sur 10 d'avoir lieu au cours de l'été. En 2050, c'est une chance sur 2. C'est-à-dire, pour un été typique de 2050, on a une chance sur 2 d'avoir une canicule type de celle de 2022. Et puis, dans une France à 4 degrés, qui fait actuellement partie des scénarios envisagés par le gouvernement, ça correspond à un été relativement frais. Donc, effectivement, on s'oriente vraiment vers des normales, enfin, la situation actuelle qui serait presque la normale, ou en tout cas classique pour les étés français dans le futur. Pour qu'on se rende bien compte de ce qu'on est en train de vivre un peu tous sur le territoire, et là particulièrement dans le domaine de la santé des personnes les plus vulnérables, on est aussi évidemment sur le terrain. Lise Vogel, qui se trouve dans l'EHPAD public du Val-de-Marne, au Perreux. Lise, comment ça se passe sur place ? Est-ce que les résidents vont bien, arrivent à se prémunir un petit peu de la chaleur ? Oui, Lucie, je suis dans un établissement public qui a activé son plan bleu interne. Alors ici, pas de panique, mais beaucoup de préparation, d'anticipation et de sensibilisation à cette situation particulièrement difficile pour les personnes âgées. On nous explique au niveau de la direction que les personnels ont été largement sensibilisés, reformés aussi parfois, et puis les résidents sont également très sensibilisés à passer plusieurs heures dans la journée dans l'une des pièces fraîches de cette résidence. Le réfectoire, la cafétéria notamment, sont climatisés. Le personnel passe également plusieurs fois par jour en chambre, plus que d'ordinaire, pour veiller au bien-être de chacun. Et pour vous en parler, je suis avec l'une des résidentes, Germaine Grenouillet. Elle a 92 ans. Germaine, comment est-ce que vous supportez cette canicule ? C'est-à-dire qu'on a des pièces froides. Dans les chambres, moi j'ai une grande chambre, mais je ferme tout et j'ai un ventilateur. Mais quand je finis mon travail, c'est bien gros beau, quand j'ai rangé ma chambre et j'ai fait ma toilette, je descends à la clim. Nous avons la cafétéria où on a de quoi se rafraîchir, un grand bocal qu'on met des glaçons, de la boisson, etc. Et ici, dans la salle à manger, nous avons la clim. Alors ça veut dire que on souffre de la chaleur, oui, quand on est dans les chambres, mais ici, on a de quoi quand même se rafraîchir. Alors j'ai vu que les menus avaient été aussi adaptés, que vous mangez des choses froides, expliquez-nous. Oui, on mange des salades, des choses froides. On nous donne des glaces, bien souvent en dessert. L'après-midi, on donne de l'eau, on a des bouteilles d'eau, on nous donne de l'eau normalement. Et en plus de ça, on nous donne du pastèque à 4 heures ou des glaces pour nous rafraîchir. Non, on est très très bien.
On est très bien. Mais évidemment, on souffre de la chaleur comme tout à chacun. Le pire, c'est la nuit, bien sûr. Est-ce que ça vous a inquiété quand vous avez entendu que, en termes de ressenti, la température allait dépasser les 40 degrés ? C'est-à-dire que ça m'a un peu interpellé plus que ça. C'est parce que j'ai le cœur très malade, j'ai été opéré 2 fois à cœur ouvert. Donc ça m'a flu un petit peu, mais s'il faut, alors... non, mais je me plains pas. Je me plains pas au regard d'autres personnes qui sont alitées et qui, vraiment, ils doivent avoir chaud dans leur lit. Hein. Alors ici, on nous explique que les personnels sont très vigilants. Vous ressentez cette vigilance? Ils font attention à vous? Ah oui, beaucoup. Oui. Ça, le personnel est à l'écoute. Depuis le haut jusqu'en bas, ils sont très, très, très aimables et vraiment, ils sont à l'écoute. Hein. Ça, à l'écoute. Merci beaucoup Germaine. Germaine Grenouille a 92 ans qui, vous l'avez entendu, est bien contente d'avoir ce réfectoire climatisé pour supporter cet épisode de canicule particulièrement intense. Merci beaucoup Lise et merci à Germaine pour son témoignage aujourd'hui. On va aussi en parler de cette situation avec Danny Foster qui est connecté avec nous. Vous êtes directeur de 2 EHPAD publics en Ile-de-France et en Ardèche. Est-ce que vous aussi, vous avez pu mettre en place des systèmes de climatisation comme on entendait ici dans le témoignage de Germaine ? Bonjour, alors c'est vrai que nous avons acquis récemment des clims pour installer au sein de l'EHPAD. Hein. Chaque année, je dépense plus de 20 000 €, mais c'est important, il faut vraiment un plan de climatisation dans tous les EHPAD parce qu'il est vrai que dans de nombreux EHPAD, il n'y a pas de clim dans tous les espaces collectifs. Donc c'est pour cette raison qu'il faut inciter vraiment à rénover les EHPAD et donc mettre à disposition dans les lieux collectifs ou dans les couloirs pour que les résidents puissent avoir de l'air frais dans leur chambre. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous semble le plus difficile pour les résidents des EHPAD que vous dirigez? Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui dans ce contexte de chaleur? Alors évidemment, ils ont besoin du personnel soignant et là, on est dans une difficulté, c'est que de nombreux EHPAD, plus de 80% des EHPAD publics rencontrent un déficit important et donc pour ne pas aggraver le déficit, il faut donc réduire le personnel où on ne peut pas remplacer. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on ne peut pas mettre du personnel à disposition comme on le faisait l'année dernière pour ne pas aggraver le déficit. Donc c'est vraiment important d'avoir du personnel et j'appelle le gouvernement à mettre en place des CDD estivaux pour permettre de renforcer le personnel présent durant les fortes chaleurs. Et c'est important de faire des tours d'hydratation toutes les 2 heures pour inciter les résidents à boire. Vous voyez, j'ai une personne âgée qui souhaite fumer, par exemple, et qui est allée seule à l'extérieur et puis qui a légèrement chuté. Donc, vous voyez, on a besoin du personnel pour accompagner les personnes qui souhaitent fumer, attendre jusqu'à qu'ils ont fini de fumer pour les raccompagner, regagner dans une pièce rafraîchie. Et tout cela, il faut des moyens humains. Et c'est pour cette raison que j'appelle vraiment le gouvernement à renforcer les effectifs durant les fortes chaleurs. Les moyens humains, ça se pose aussi à l'hôpital, au SAMU, cette question-là, Frédéric Adnet, notamment dans un contexte de canicule où il y a des risques peut-être plus importants que d'ordinaire. Alors, bien sûr, quand l'hôpital, on en a fait référence tout à l'heure, quand l'hôpital est en tension, il y a un plan justement de l'hôpital en tension avec un renforcement du personnel et surtout une libération des lits en aval, parce que notre principal problème n'est pas forcément l'accueil, mais de pouvoir hospitaliser ces patients qui en ont besoin et de leur trouver des lits à l'intérieur de l'hôpital. Donc, bien sûr, il y a des renforcements prévus dans les plans d'hôpital en tension qui sont mis en œuvre dès qu'on dépasse un certain seuil d'afflux de patients. C'est quoi les risques concrètement ou les cas qui sont les plus fréquents, on va dire, dans ces contextes de canicule en lien avec la chaleur? On a 2 types de pathologies liées à la chaleur. Le premier, le plus classique, c'est la déshydratation avec des patients cibles, le plus jeune âge, ou les patients âgés, ou les patients qui ont des pathologies chroniques. Ils se déshydratent progressivement et ça entraîne des malaises, des pertes de connaissance et quelquefois, malheureusement, ça peut mal évoluer. L'autre pathologie qui est plus spectaculaire et beaucoup plus grave, c'est le coup de chaleur. Le coup de chaleur, c'est des populations beaucoup plus jeunes, c'est des ouvriers qui sont exposés à la chaleur et qui n'arrivent plus à évacuer la chaleur de leur corps et ils se mettent en hyperthermie, voire en hyperthermie maligne. Ça entraîne malheureusement des comas, des décès brutaux. Donc ça peut aller très très loin en très peu de temps. Ça peut aller très vite, exactement très vite. Et là, tout dépend de la vitesse à laquelle on va refroidir ce patient. C'est une pathologie extrêmement grave et extrêmement urgente. On n'en observe pas encore beaucoup. On en a une hier au SAMU de Paris, mais c'est vraiment une pathologie pour laquelle on a besoin vraiment d'aller très vite et de mettre en œuvre un traitement adapté le plus rapidement possible parce que la mortalité, elle est énorme. Elle est entre 10 et 50% de ces coups de chaleur.
Romain Gisholm, on voit les risques qu'il y a dans ces moments de forte chaleur. Quel comportement il faut avoir dans les établissements qui accueillent des personnes vulnérables et notamment des personnes âgées, au-delà de leur donner à boire? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Dans les établissements, il n'y a pas de grande difficulté. Les consignes sont connues, les recommandations sont connues et comme on l'a vu dans le reportage, elles sont mises en œuvre. L'adaptation des menus, le fait de passer 2 à 3 heures selon les recommandations au sein d'une pièce climatisée pour pouvoir avoir le temps de se rafraîchir. Le fait, effectivement, d'être rappelé à boire, à prendre soin de se garder à l'ombre, etc. Le fait d'ouvrir la nuit et de tenir les rideaux fermés quand on a des rideaux ou des volets en journée. Donc, si vous voulez, tout ça est connu. Après, toute la difficulté, c'est que nous restons dans le cadre d'une gestion de crise, dans un secteur d'activité qui, tout au cours de l'année, fonctionne déjà en mode dégradé. Donc, en fait, les périodes critiques, elles ne font que révéler ce qu'il y a de mieux dans une situation, mais aussi, et là, je rendrai hommage au grand engagement des professionnels soignants, mais pas que, qui sont au service des personnes âgées, notamment aussi les cuisines, les services administratifs, les animations, etc., et les professionnels à domicile, et les directions. Mais ça montre aussi les manquements, ça les met en exergue. Et les manquements aujourd'hui, c'est typiquement le fait que la puissance publique, retardant d'année en année, de quinquennat en quinquennat, un grand plan, une grande loi autonomie qui viserait à améliorer au quotidien, tout au long de l'année, la situation des personnes âgées, eh bien, forcément, sur les périodes critiques, vous bricolez. Vous bricolez avec les moyens dont vous disposez. Et c'est en cela que nous demandons depuis des années, ça a été dit par Dany Foster, nous demandons, et nous avons redemandé cette année, à la puissance publique de prévoir un minima pour répondre à l'urgence, de donner la possibilité de recruter des CDD dans la période estivale, surtout qu'on sait qu'il va y avoir des congés. Mais ça, c'est une réponse d'urgence. Ça n'est pas une réponse de long cours. Et on voit bien que notre société et la puissance publique a quand même du mal à penser l'adaptation de nos systèmes, de nos organisations, et je ne parlerai que pour l'aide aux personnes âgées, sur le long cours. Comment nous faisons en sorte que ces périodes ne soient plus des périodes critiques, dont on se dit nous allons les gérer pendant 3 jours, 4 jours, bon an, mal an, comme on peut. Je rappelle au passage que tous les ans, des milliers de décès en excès sont enregistrés du fait des périodes de chaleur. 3700 encore l'année dernière, me semble-t-il. Voilà, avec donc même si ça n'est pas 15 000 personnes de la canicule, cumulées, ça commence à faire beaucoup tous les ans. Et donc, il y a une responsabilité de la puissance publique. Et donc, comment, effectivement, la puissance publique peut arriver à penser, et là, je ne parlerai que pour le secteur de l'aide aux personnes âgées, une adaptation sur le long cours. Mais ce que vous dites là est intéressant, et j'aimerais votre sentiment à tous les deux, Juliette Mignot et Frédéric Gadnet. Juliette Mignot, hier, et ça rejoint ce que vous disiez, quelqu'un sur ce plateau disait mais en fait le gouvernement gère cette période caniculaire comme une crise et comme si le réchauffement climatique était une crise alors que c'est une situation qui va être de plus en plus normale. Donc est-ce qu'on n'est pas un peu effectivement plus dans la gestion de l'urgence et c'est là qu'il y a un souci? Oui, absolument. Enfin, en tout cas, on est dans la gestion de l'urgence et d'ailleurs on le fait relativement bien. On voit que les chiffres sont pour l'instant pas complètement alarmants. Par contre, je ne vais pas revenir sur tout l'historique des rapports du GIEC et des alarmes des climatologues. Je vais simplement rappeler que dès 2020, le Haut Conseil pour le climat, donc une instance gouvernementale, publie un rapport en disant « La France n'est pas prête à faire face aux situations caniculaires et au changement climatique. On n'est pas prêt en termes d'infrastructure, on n'est pas prêt en termes législatifs pour adapter certains contrats de travail, par exemple, ou certains horaires de travail, etc. » Donc effectivement, on gère la crise. On a beaucoup parlé de clim là, depuis tout à l'heure, de climatisation. Donc c'est indispensable pour les personnes vulnérables, pour les enfants dans les écoles. Il faut quand même faire attention à ce que la clim, c'est très énergivore, c'est polluant. Et ça nous réchauffe dans les villes. Ça crée des surchauffes de l'ordre de 1 à 1,5 degré actuellement à Paris. Parce que ça rejette de la chaleur. Donc il faut vraiment réfléchir cette adaptation de façon globale, intégrée avec nos systèmes de production énergétique. Aujourd'hui, il y a des centrales nucléaires en France, dans le sud-ouest, qui sont arrêtées. Absolument. Donc quand on est en situation de demande électrique intense pour fournir tous nos systèmes de climatisation, ça pose un problème. Donc, parallèlement à l'Assemblée, on n'est pas passé loin d'un moratoire sur les énergies renouvelables qui donne un intérêt. Je veux dire, aujourd'hui, si un jour comme aujourd'hui, on ne peut pas avoir de l'électricité liée au solaire,
Je ne vois pas quand est-ce qu'on pourrait l'avoir. Donc des systèmes plus petits, autonomes, et qui nous permettent d'être plus résilients face à ces crises qui vont a priori se multiplier. Frédéric Adnet, votre sentiment sur cette gestion de crise qui est en train de devenir la normalité? Oui, vous nous avez annoncé qu'en 2050, ce qu'on subit actuellement sera un été normal. Donc effectivement, la gestion de crise, on gère ça un peu comme une épidémie. On est habitué, nous, à urgentistes, à avoir tout d'un coup un afflux de patients. Il y a une épidémie et les plans intra-hospitaliers sont liés à ça. Mais c'est sûr que si en 2050, on a actuellement un été normal, il va falloir gérer sur le long terme. Mais encore une fois, nos patients qui viennent aux urgences, c'est des échecs de la prévention. Le principal moyen d'éviter la morbidité, la mortalité liée à la chaleur, c'est des mesures de prévention. Ouais. Et ça, il faut vraiment appuyer sur ce maillon qui est essentiel. Vous allez devoir nous quitter parce que vous avez fort à faire. Alors, rappelez-nous juste avant les quelques conseils peut-être à observer dans le contexte actuel. Alors, bien sûr, c'est les conseils de bon sens. Je vous ai dit, les deux pathologies, c'est la déshydratation et le coup de chaleur. Donc, éviter de s'exposer au soleil entre 11h et maintenant, je vais dire 18h, 19h. Même 21h peut-être. Voilà. Il faut être apparemment, tout à fait honnête. Le pic de chaleur, maintenant, on disait à l'époque 11h, 16h, mais je pense que maintenant, il faut aller jusqu'à 20h, bien s'hydrater, plus d'1 litre par jour pour un adulte, lutter contre l'isolement. Et ça, c'est important. Aller voir ses proches qui sont isolés, qui sont des personnes souvent âgées, qui sont souvent des personnes qui ont des pathologies chroniques et eux sont très, très sensibles à la déshydratation.